Bonsoir et bienvenue à tous dans le 20h sur RTI 1. À la une ce soir, la visite de travail et d'amitié du président polonais. Il a été reçu par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara ce mercredi. Un entretien à huis clos dont vous aurez en début de journal les points clés. Les actes des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire ont été rendus publics. Ils ont été remis au Premier ministre Patrick Achi. Le tissage du pagne baoulé, cette richesse culturelle, va nous conduire ce soir à Kondé-Yaokro, village du département de Tiébissou. Les élèves et étudiants issus de ce village apprennent ce savoir-faire ancestral en période de vacances scolaires. Et puis le président russe Vladimir Poutine qui affirme que les Occidentaux ne pourront pas isoler son pays. Une affirmation suite aux menaces des pays occidentaux de plafonner le prix des hydrocarbures russes. Merci d'être avec nous ce soir sur RTI 1 et nous démarrons avec 2 télégrammes officiels au départ de la présidence de la République. Le premier est adressé à son Excellence M. William Ruto, président de la République du Kenya. Monsieur le Président, votre brillante élection à la magistrature suprême de la présidence du Kenya à l'issue du scrutin du 9 août 2022 m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, formuler des vœux ardents de santé et de bonheur pour votre Excellence, de même que de succès continu dans l'exercice de votre haute et exaltante mission. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des liens étroits de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos 2 pays dans l'intérêt bien compris de nos 2 peuples. Très haute et fraternelle considération. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis le deuxième télégramme officiel adressé à Madame Liz Truss, Premier ministre du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Madame le Premier ministre, votre élection en qualité de Premier ministre du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations auxquelles je joins des vœux ardents de parfaite santé, de bonheur et de succès dans l'accomplissement de cette noble et exaltante fonction. Le choix porté sur votre personne constitue non seulement le couronnement de votre brillante carrière politique, mais traduit également vos qualités de femme d'État, ainsi que votre grande expérience dans la gestion et dans la conduite des affaires publiques. Pour ma part, je voudrais vous assurer de ma totale disponibilité à œuvrer de concert avec vous au renforcement et à la diversification des liens fructueux d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour le bonheur partagé de nos peuples respectifs. Très haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République de Pologne est en visite d'amitié et de travail sur le sol ivoirien. Il a été reçu par son homologue, le président Alassane Ouattara, aujourd'hui mercredi. À l'issue d'un entretien à huis clos, les 2 chefs d'État s'engagent à accroître la coopération bilatérale, notamment sur le plan économique, au regard des diverses potentialités. Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué. À son arrivée sur l'esplanade du palais présidentiel, Andrzej Duda, président de la République de Pologne, est accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les 2 chefs d'État vont ensuite se plier à la tradition des honneurs militaires, marquée notamment par l'exécution des hymnes nationaux des 2 pays et le passage en revue des troupes. Après ce cérémonial militaire, les présidents ivoiriens et polonais, accompagnés de leurs délégations respectives, vont s'entretenir dans l'enceinte du palais présidentiel.
pour ainsi explorer ensemble les axes de coopération. Cette étape s'achève par la signature d'un mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Le dit mémorandum institue des consultations politiques régulières afin d'échanger les points de vue en vue de coordonner les positions sur les questions bilatérales et multilatérales d'intérêt commun. Après cette signature, Alassane Ouattara et Andrzej Duda vont de nouveau s'entretenir, cette fois à huis clos. Le point de presse est le lieu pour les deux chefs d'État d'insister sur la nécessité d'intensifier les relations économiques entre Yamoussoukro et Varsovie. Je voudrais dire à quel point je suis particulièrement heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire. C'est une visite historique, puisque c'est la première fois qu'un président de la République de Pologne a bien voulu honorer notre pays d'une visite officielle de travail et d'amitié. Je voudrais remercier M. le Président et les autorités polonaises pour leur solidarité, parce qu'avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avons eu de nombreux ressortissants ivoiriens, en particulier des étudiants qui ont pu passer par la Pologne pour aller dans plusieurs pays européens et même de retourner en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y en avait à peu près 250 qui ont été conduits par notre ambassadeur en Allemagne, le général Mangou, et également 80 autres jeunes Africains qui ont pu quitter l'Ukraine via la Pologne pour pouvoir retourner dans leurs pays respectifs. Donc je voudrais vous dire à quel point nous avons été sensibles à l'hospitalité du peuple polonais. Nous avons eu l'occasion d'évoquer ensemble la situation politique, économique et sécuritaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. J'ai pu vous dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui est en paix, en sécurité pour les citoyens et les populations vivant ici, et qu'en matière de croissance économique, nous avons une économie en pleine expansion et que malgré la Covid, nous avons pu avoir un taux de croissance de 2% en 2020 et les perspectives sont pour des taux de croissance annuels de 7 à 8% de 2021 jusque pour les 4-5 prochaines années, comme cela a d'ailleurs été le cas de 2012 à 2019. Donc la situation économique est bonne, avec un taux d'inflation très bas, des investissements élevés et surtout des investissements privés. Et à cet égard, je vous ai demandé d'encourager les entreprises polonaises de venir investir en Côte d'Ivoire et aussi la possibilité pour nos entreprises de faire des prospections en Pologne. Nous sommes mis d'accord pour la possibilité d'organiser un business forum au cours des prochains mois. Et je sais que je peux compter sur vous. Les performances économiques de la Côte d'Ivoire charment la Pologne. C'est pourquoi le président Duda veut en faire un partenaire de choix en Afrique. Je dois dire que je suis vraiment très impressionnée par la croissance économique de la Côte d'Ivoire, le rythme de cette croissance, surtout au cours de 10 dernières années, lorsque ce pays a été géré par vous, Monsieur le Président. C'est grâce à votre très riche expérience, aussi mondiale, au niveau des marchés financiers et des institutions internationales. Donc c'est cette riche expérience qui vous a aussi permis de traverser aussi des périodes difficiles. L'objectif donc de ma visite ici en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, c'est justement de renforcer la coopération, puisque la solution de cette crise se trouve notamment dans une coopération renforcée, donc une coopération renforcée dans ce cas entre la Pologne et la Côte d'Ivoire, dans de tels domaines comme l'agriculture, de nouvelles technologies, l'énergie, donc son exploitation, l'exploration donc minière, mais aussi l'exportation de ressources énergétiques, et
une coopération aussi technique, donc tout domaine possible des coopérations, coopération économique, politique, mais aussi interhumaine. Et donc nous sommes tous les deux convaincus que cette coopération est donc justement possible. Lorsque je serai rentrée en Pologne, à Varsovie, je commencerai tout de suite à donc, travailler sur cette possibilité d'organiser le Business Forum afin que cela puisse se dérouler aussi vite que possible, afin que nos entrepreneurs puissent se rencontrer et commencer une coopération le plus vite possible. J'espère aussi que vous, Monsieur le Président, vous viendrez rendre visite à la Pologne. Le président Duda a aussi profité de cette visite pour plaider la cause de l'Ukraine auprès des pays africains dans le conflit qui oppose ce pays à la Russie, la Pologne étant un voisin direct de l'Ukraine. Donc pendant ce premier jour de la guerre, la situation à la frontière a été vraiment dramatique. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu avant dans notre histoire. C'est vraiment sans précédent. Et c'est quelque chose qu'ensemble, d'ailleurs, avec l'Ukraine, c'est à quoi nous avons dû faire face pour tout simplement s'occuper de ces gens pour leur offrir un refuge. Grâce à l'aide internationale, notamment de tels pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres États, où le monde tout simplement regagnera la paix, sera plus tranquille, où ce monde et le pays tel que l'Ukraine va fonctionner en accord avec les règles internationales, où l'Ukraine pourra revenir à ses frontières reconnues au niveau international également, où il n'y aura plus d'agression en Ukraine ni de soldats russes. Malgré un soutien affiché à l'Ukraine, le président Alassane Ouattara émet le souhait d'une résolution rapide de cette crise au moyen du dialogue, conformément à la vision d'un monde pacifié de feu le président Félix Houphouët-Boigny. J'ai insisté pour dire que nous sommes conscients qu'il est important de respecter les frontières héritées depuis quelques décennies, et que pour cela, nous avons montré notre soutien à l'Ukraine dans son combat pour recouvrer ses frontières naturelles. Alors, mais en même temps, nous considérons que cette guerre, bien sûr, est d'abord en Europe. Et j'ai déploré le fait que quand il s'agit des conflits en Afrique, que ce soit en Éthiopie, au Soudan, au Congo ou ailleurs, la communauté internationale n'apporte pas beaucoup d'attention aux meurtres, aux dégâts et aux assassinats à l'occasion de ces conflits. Donc, tout en marquant notre solidarité pour le peuple ukrainien, nous demandons qu'une attention plus précise soit apportée également aux victimes des conflits en Afrique. Et je voudrais aussi indiquer que, compte tenu des conséquences financières de cette situation, que les pays africains ont besoin de mécanismes pour les soutenir financièrement, car il semblerait que cette guerre va durer pendant plusieurs mois ou plusieurs années, et cela ne peut pas être à l'avantage des pays africains. Donc nous voulons la paix, nous voulons la reconnaissance des frontières et nous voulons donc plus de solidarité au niveau des pays. Après Abidjan, le président polonais est attendu demain jeudi à Dakar, au Sénégal. Également dans l'actualité nationale, les actes des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire ont été rendus publics. Ils ont été officiellement remis ce mercredi au Premier ministre Patrick Hachi au cours d'une cérémonie à la primature. C'est un rapport qui finalise les travaux des États généraux de l'éducation nationale et il devra officiellement être remis au président Alassane Ouattara. Alexis Ouedraogo. Voici les actes des États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Ce mercredi, à l'auditorium de la primature, ils ont été remis au Premier ministre. Lancé le 19 juillet 2021, l'exercice des États généraux de l'éducation nationale entendait rassembler la Côte d'Ivoire au chevet de l'école pour en poser le diagnostic et définir des solutions concrètes de relève. Au regard des forces et des faiblesses du système éducatif ivoirien identifiées, se profilent les défis, c'est ce qui est important,
de la nouvelle école ivoirienne axée sur la qualité, l'inclusion, la transparence et l'équité. Les perspectives dégagées reposent sur 6 axes qui doivent non seulement permettre de consolider et pérenniser les acquis, mais aussi de dessiner le futur d'un système éducatif capable d'être en phase avec la culture nationale, les réalités du monde actuel et de reprendre en compte les évolutions auxquelles doivent faire face les nouvelles générations. Une démarche inclusive et participative pour donner vie à l'école ivoirienne. Une école plus performante, conformément à la vision du chef de l'État d'une Côte d'Ivoire solidaire, basée sur des ressources humaines de qualité. Je pense que ces notions, ces concepts de l'école, de l'éducation comme un bien commun public, c'est une notion fondamentale aujourd'hui pour relancer le développement et pour aboutir à une société vraiment inclusive et juste. Plus de 865 milliards de francs CFA seront nécessaires les 3 prochaines années à dérouler la mise en œuvre des recommandations. Après la validation du chef de l'État et la prise en compte de ces instructions, la formalisation et la mise en œuvre du plan opérationnel détaillé issu des conclusions des États généraux sera l'acte fondateur de notre école ivoirienne, vitale pour nos enfants, primordiale pour notre nation. Pour le chef du gouvernement, ce rapport a toute la légitimité de porter les grands changements attendus dans le système éducatif. Ces États généraux ont permis de formuler la feuille de route de l'école ivoirienne, de la Côte d'Ivoire solidaire. Une école qui n'oublie jamais qu'elle est par essence une échelle tendue vers l'avenir. Une école qui donnera à nos filles comme à nos fils des racines et des ailes. Une école qui nous offrira la force héroïque de croire en notre destin parce que nous aurons préparé avec ferveur celui de celles et de ceux qui nous succéderont. Une école qui transmettra à nos enfants l'indicible fierté d'être des citoyens d'une Côte d'Ivoire toujours plus industrielle, prospère et rayonnante, tout en leur enseignant la fierté et la confiance d'être eux-mêmes. Notons que plusieurs acteurs du succès de ces travaux ont été élevés dans l'ordre du mérite de l'éducation. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire hier mardi. La directrice générale adjointe de l'UNESCO en charge de l'éducation a rencontré la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Mariatou Koné. Une rencontre en prélude à la célébration mondiale de la Journée internationale de l'alphabétisation qui va se tenir demain 8 septembre en terre ivoirienne. C'est une réelle opportunité qui s'offre à la Côte d'Ivoire pour faire montre de son savoir-faire en la matière, notamment en termes de promotion du projet d'alphabétisation fonctionnelle par les technologies de l'information et de la communication. Il a déjà permis de toucher, avec l'aide de l'UNESCO, plus de 10 000 personnes. C'est bientôt la rentrée des classes du côté de Yamoussoukro. Les vacances scolaires ont été mises à profit pour préparer les élèves de la classe de 3e à affronter le BEPC 2022. Des cours de vacances initiés à leur intention par le ministre Souleymane Diarra-Souba, député élu de Yamoussoukro. Kader Sokotogo. Durant tout le mois d'août, les élèves de la 3e de Yamoussoukro, futurs candidats au BEPC 2023, ont suivi des cours de vacances dans 5 établissements de la capitale politique et administrative. Ces cours, dispensés par des enseignants qualifiés, ont été initiés par le ministre Souleymane Diarra-Souba, cadre de la ville. L'objectif est de garantir le succès des élèves lors de cet examen. La fin de ces cours de vacances est une occasion pour célébrer les meilleurs. Une initiative saluée par la communauté éducative. Vous démontrez chaque jour que Dieu fait votre engagement pour la promotion de la qualité à l'école. Et ça, c'est votre credo. Je voudrais vous dire grand merci. 1000 fois merci. Nous vous rassurons de la bonne qualité de ces cours et promettons une bonne année scolaire 2022-2023 avec 100% de réussite au BEPC et aux tests d'orientation en seconde. Assiduité, discipline et succès sont le vœu du parrain. Ces cours qui sont déroulés ont fortement contribué à occuper sainement les élèves durant ces vacances qui s'achèvent, ce qui leur a permis de s'éloigner, comme vous le savez, de certains fléaux qui ont été décrits tout à l'heure. Je voudrais saluer en tout cas pour ma part cette noble initiative
dont l'objectif est de préparer nos enfants à affronter les classes supérieures pendant la prochaine année scolaire avec beaucoup plus de sérénité. Remise de kits scolaires et des dons en numéraire ont mis fin à la première édition des cours de vacances Souleymane Diarra-Souba à Yamoussoukro. Autre occupation à la fois saine et lucrative en cette période de vacances scolaires, le tissage du pagne baoulé, une richesse culturelle qui nous conduit ce soir à Bomi Kondé Yaokro, village du département de Tiébissou. Les élèves et étudiants issus de ce village apprennent ce savoir-faire ancestral en période de vacances scolaires. Victorine Yaoyoboué. Bomi Kondé Yaokro, ici comme dans les autres villages sur l'axe Tiébissou-Yamoussoukro, les élèves et étudiants ont troqué les cahiers et autres bouquins pour la navette du tisserand. C'est le cas pour Stéphane. Installé confortablement sur son métier à tisser, le jeune homme fait preuve de dextérité. Pendant les vacances, nous venons pour tisser, pour subvenir à nos besoins quotidiens. Cette activité est vraiment rentable. Quand nous travaillons, il y a une somme que nous gardons pour préparer la rentrée. Cette contribution des vacanciers est très appréciée par les parents. Le métier du tissage, s'il le fait, c'est une grande joie pour moi, car c'est un métier que nos parents nous ont légué. Bien que les enfants vont à l'école, cela nous aide beaucoup à pouvoir assumer leur formation. L'implication des enfants permet en effet de renflouer de façon substantielle les caisses de la famille. Mais ce n'est pas tout. Elle pérennise le métier de tisserand par la transmission de ce savoir-faire aux plus jeunes. L'idée n'est pas de les maintenir dans ce métier, car l'école, c'est la clé de la vie, c'est le temple du savoir. Notre souhait, c'est de voir nos enfants évoluer à l'école. Et même si l'enfant doit évoluer dans le métier que nous avons appris, mais savoir lire et écrire va l'aider, puisque aujourd'hui, nous voyons que la commercialisation du pagne baoulé se tend et ça va même au-delà de nos frontières, sur Internet et tout ça. Donc il faut pouvoir maîtriser ces outils pour pouvoir mieux se vendre ailleurs. C'est vraiment important pour moi de savoir tisser le pagne baoulé. Et cela ne nous permet pas d'avoir un mauvais résultat scolaire parce que nous arrivons à faire la part des choses. Le tissage du pagne baoulé, un héritage que la tribu Bomi, composée des deux villages de Bomi Kondé Yaokro et Bomi Zambo, compte bien perpétuer. Le pari semble bien réussi avec ce grand intérêt que manifestent même les tout petits pour leur culture. À quelques heures de sa sortie officielle, la 56e promotion des élèves de l'École nationale d'administration ENA a initié la semaine de l'ENARC. La ministre de la fonction publique et de l'administration a exhorté ses futurs agents de la fonction publique à être des fonctionnaires nouveaux, adopter des valeurs d'intégralité, de partialité et de neutralité. Frédéric Oulaï et Jean-Marc Djadji. Il est 10h quand la ministre de la fonction publique fait son entrée dans le plus grand amphithéâtre de l'École nationale d'administration. Elle se livre en 45 minutes à un véritable cours magistral. En face d'elle, la 56e promotion des élèves de l'institution. Thème de son propos liminaire, l'ENARC et la bonne gouvernance. La ministre exhorte ici les futurs fonctionnaires à la responsabilité et à l'intégrité dans la gestion des affaires publiques. La gouvernance, la bonne gouvernance dans un État est manifeste à travers la qualité de ses dirigeants, mais également par des institutions efficaces, transparentes, capables de surveiller et de sanctionner, étant entendu que le non-respect des principes de bonne gouvernance peut se manifester notamment
par la mauvaise gestion. La ministre Anne Oulouto invite ses élèves à s'impliquer dans la modernisation de l'administration publique et dans la lutte contre la corruption. L'ENAC, c'est-à-dire vous, l'ENAC devra se montrer attaché et loyal à la République et à ses valeurs et faire preuve d'un haut niveau de patriotisme qui le dispose à servir et à ne servir que l'intérêt général. La 56e promotion des élèves de l'ENA a traduit aussi sa reconnaissance au président Alassane Ouattara pour la révalorisation des primes en faveur des fonctionnaires. Après 2 ans de formation, ils effectueront ce jeudi leur sortie officielle qui marque ainsi leur insertion professionnelle. Très bientôt, ils vont eux aussi être insérés dans le tissu professionnel. 110 jeunes de Orofla dans le département de Séguéla vont bénéficier de cette insertion grâce à un modèle de projet basé sur l'économie circulaire. Une unité de gestion et d'exploitation des déchets organiques issus des ménages en compost sera installée dans cette commune rurale à hauteur de 150 millions de francs CFA. Amadou Ouattara. Par cette signature de convention, l'Agence Emploi Jeunes, l'ANAGED et la mairie de Orofla concrétisent la mise en place d'une unité de transformation des ordures ménagères en compost à Orofla. 110 jeunes bénéficieront chacun d'une prime mensuelle de 45 000 francs CFA. Le maire de cette commune, située dans le département de Séguéla, ne cache pas sa joie. Non seulement ma ville sera propre, 2, mes jeunes auront du travail, 3, ça apportera un plus à l'agriculture étant une zone agricole. Grand merci au ministre et surtout à notre grand chef, le président Alassane Ouattara. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, de même que le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, ont également validé un cadre formel de collaboration. Je voudrais également, à travers vous, monsieur le ministre, exprimer mes sincères remerciements et ceux du ministère à monsieur l'administrateur de l'Agence Emploi Jeunes qui a montré l'intérêt manifeste de sa structure à accompagner l'ANAGED dans sa mission de gestion du secteur des déchets solides en Côte d'Ivoire. Et ma présence ici aujourd'hui à cette cérémonie traduise non seulement la solidarité gouvernementale, mais aussi le potentiel de collaboration entre nos 2 ministères dans la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire, tant cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes un ministère assez transversal du fait même de la cible, parce que lorsqu'on parle des jeunes, c'est dans tous les secteurs. Et je pense aussi que vous êtes aussi un ministère transversal. Et donc, nous retrouver, travailler ensemble, et je souhaite que nos collaborateurs puissent continuer dans ce sens, pour qu'ensemble, on essaie donc d'explorer toutes les opportunités possibles pour, au finish, donner espoir aux jeunes de notre pays. Les partis s'engagent de ce fait à assurer d'une part les formations qualifiantes relatives aux techniques du tri sélectif des déchets, les techniques de production du compost et d'autre part à financer les activités de cette 2e phase du projet à hauteur de 150 millions de francs CFA. Sur la scène culturelle, Abidjan abrite en ce moment la 22e édition de CLAP Ivoire, concours de court-métrage des jeunes réalisateurs de l'espace UEMOA. La phase internationale a été officiellement ouverte par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Le point de Serge Pacom Didi, commenté par Issaïo. CLAP de début pour la 22e édition de CLAP Ivoire, phase internationale, concours de court-métrage des jeunes réalisateurs de 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. La Côte d'Ivoire est présente avec 2 représentants, un en documentaire et l'autre en fiction. Au total, ils sont 16 finalistes de 8 États membres de l'espace UEMOA. Le prix de l'intégration sera porté par l'UEMOA et le Grand Prix Kodio et Bouclé sera porté par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Avec le concours de nos partenaires, les premiers pourront avoir leur projet arrivé à terme pour certains et pour les autres, ils auront une formation avec d'autres partenaires. Plus qu'une compétition, CLAP Ivoire 2022
se veut être une plateforme d'échange, de partage et d'apprentissage. Françoise Roumac, ministre de la Culture et de la Francophonie, et Gustave Diasso, représentant résident de l'UEMOA en Côte d'Ivoire, au cours de leurs interventions, rappellent que le défi commun à relever est l'excellence et l'affirmation du cinéma africain dans sa conquête du marché mondial. La commission de l'UEMOA est non seulement honorée de prendre part à ce festival, mais également heureuse d'apporter son soutien à l'éclosion des jeunes réalisateurs, contribuant ainsi à la promotion du cinéma africain. Le premier des Ivoiriens, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, accorde une place particulière à la culture et dans ce cas précis au 7e art. L'UEMOA est certes un espace économique puissant, mais nous avons une autre force avec notre UEMOA culturel. Clap Ivoire, dans sa version internationale, concourt au renforcement de l'intégration sous-régionale et fait la promotion des métiers du cinéma. Table ronde, ateliers de formation ouverts au public et animés par des professionnels sont entre autres des activités de Clap Ivoire 2022 à Abidjan. Dans l'actualité internationale, pour terminer, les Occidentaux qui envisagent de plafonner le prix des hydrocarbures russes. Une autre sanction contre Moscou dans son offensive contre l'Ukraine. Vladimir Poutine, de son côté, a aussitôt menacé de ne plus livrer une seule goutte de gaz ni de pétrole si une telle mesure est appliquée. C'est dans ce contexte que le président russe a participé ce mercredi à un forum économique d'une importance stratégique pour son pays. Et il précise qu'il est impossible d'isoler la Russie. Voilà, merci de vous informer sur RTI 1. Marine Cognan vous donne rendez-vous pour le 23h. Excellente fin de soirée à tous.